Bonjour mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver en ce jour et merci pour votre fidélité. Après le temps de repos, voici de retour votre émission de décryptage de l'actualité hebdomadaire, rencontre-échange. Ce nouveau numéro, nous allons parler de la démocratie sur le continent africain, quels enjeux géopolitiques et géostratégiques pour ces puissances occidentales et pour nous autres Africains. Voilà plus de 3 décennies que le processus a été lancé. Quel bilan peut-on en faire? La démocratie en Afrique est-elle vraiment une réalité ou un mythe? Quel est le chemin parcouru? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour venir à bout de ce processus qui n'a que trop duré? Et cette émission intervient justement dans un contexte que vous connaissez bien. Et bien cette semaine, il y a un sommet dans un nouveau format qui se réunit ce week-end donc à Montpellier en France, sommet Afrique-France ou France-Afrique, en tout cas dans un nouveau style où cette fois-ci ce sont les sociétés civiles qui sont conviées à ce rendez-vous avec l'ancienne métropole, la France. Pour discuter, M. Richard Aboki, socio-économiste, est mon invité. M. Aboki, bonjour et bienvenue sur mon plateau. Bonjour M. Wilson et merci de m'avoir invité. C'est ça. C'est avec vous qu'on fait l'inauguration de cette nouvelle saison d'émission après donc le temps de repos. Oh là là, c'est trop d'honneur que vous me faites. Merci beaucoup. Voilà. Alors c'est avec vous qu'on va discuter de la démocratie en Afrique avec comme interrogation quels enjeux géopolitiques. Et alors avant de commencer, il y a ce sommet. On va passer là-dessus parce qu'on ne connaît pas encore les résultats de cette rencontre entre la France et les sociétés civiles africaines. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Que signifie cela pour vous lorsque la France décide de réunir les pays africains, maintenant, non pas avec les chefs d'État, mais avec la société civile et notamment la jeunesse? Non, je crois que nous sommes à une période, disons, de tension, et de rivalité et d'espérance pour ce qui concerne l'évolution du monde vers un mieux-être et un équilibre. Mais dans cette marche en avant, je crois qu'il y a des intérêts qui se télescopent. Et donc, chaque continent, chaque pays, les grandes puissances, essayent autant que faire se peut de sauvegarder leurs intérêts à long terme. En s'adaptant à la réalité, parce que... Absolument. Et aussi, surtout, c'est extrêmement important, en espérant que dans les années qui viennent, leurs partenaires actuels resteront toujours à leur côté. Alors ça veut dire quoi? Et très rapidement, pour ce qui concerne ce sommet, je peux me tromper, mais mon point de vue est le suivant, c'est que la France anticipe les évolutions ultérieures qui vont venir et se dit, mais dans 30 ans, il y aura une nouvelle jeunesse africaine qui sera au pouvoir. Le monde change. Et quand je dis que le monde change, c'est notamment sur le plan scientifique et technique, et en relation avec le genre de vie, le mode de vie, même sur le plan de la pensée, etc., sur le plan des rapports interpersonnels, même dans les rapports entre les États, et que donc, mais il faut avoir pour partenaire demain les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je pense, sans me tromper, que le président Macron prépare les enjeux de demain et pense qu'il vaut mieux avoir les jeunes avec la France que de les avoir contre la France. Je pense que c'est un peu... Une nouvelle orientation, n'est-ce pas, de la politique française sur pas forcément une nouvelle orientation, mais ça dépend de ce que la France elle-même, des concessions que la France pourra faire aux pays africains en matière de démocratisation, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que il reste beaucoup à faire. Les gens de notre génération, je crois que je ne me trompe pas en le disant, qu'il y a une sorte de permanence de la politique française en Afrique qui empêche le continent de se démocratiser véritablement. Je pense au cas du Togo, par exemple, que nous sommes là, par exemple, après le régime de Gnassingbé Adema, nous avons le régime de son fils, mais que fondamentalement, nous aurions aimé que les choses, disons, changeassent. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, enfin c'est en tout cas mon point de vue, et donc nous pensons que le président Macron peut infléchir la politique française, peut donner éventuellement des éléments de modification de cette politique s'il fait un autre mandat, ou même en quittant le pouvoir. Parce qu'un ancien président de la République demeure somme toute une référence, demeure somme toute un homme d'influence
Et que donc, nous lui accordons le bénéfice du doute et nous pensons que, étant conscient de la situation actuelle, et aussi ayant invité à ce sommet un certain nombre de personnalités, bon, je ne veux pas les citer ici, mais qui ont une conscience aiguë. Ils ont une conscience, je pense en particulier à Achille Mbembe, je ne fais pas des critiques systématiques. Oui, oui. Et je pense qu'il a une conscience aiguë de l'avenir du continent africain. C'est ça. Et que, bon, au dehors de tout ce que les gens racontent sur lui, tout cela, tout ce que les gens racontent, c'est normal. Nous sommes, disons, dans un monde où la critique est systématique. Oui. C'est tout à fait normal, il faut les accepter. Mais je pense qu'il y aura un autre son de cloche et que peut-être des changements vont survenir plus tard. Voilà ce que je voulais dire. Avec espoir qui seront entendus à cette tribune. Hein. Ben, puisqu'il y a une question de fait le de président proposition. Macron n'est pas seul. Il a des institutions à sa disposition, il a des partis politiques. En France, il y a des pesanteurs. Oui. On a vu lors du discours de la Baule de François Mitterrand. Ouais, en 90. Quand il était arrivé, il pensait qu'il pouvait changer un certain nombre de choses. Mais il s'est vite rendu compte que les réalités sont autres, que les intérêts de la France en Afrique sont autres et qu'il ne peut pas bousculer les choses du jour au lendemain. C'est ça. Voilà. Merci M. Kiabouki pour cette introduction, portant justement sur le sommet de Montpellier qui s'est tenu cette fin de semaine donc en France. Alors, question, nous sommes en train de parler de la démocratie sur le continent africain. 3 décennies ont passé et donc où en sommes-nous si jamais on vous demandait, vous, M. Abouki, vous qui avez quand même certaines connaissances de cette période, et si on vous demande de faire un bilan, que diriez-vous? Plutôt que de faire un bilan en termes d'avancée et de recul, je voudrais me livrer à une réflexion générale sur le processus de démocratisation, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Un système politique, et notamment dans le cas d'espèces pour ce qui concerne la démocratisation du continent africain, ça n'est jamais, comment dirais-je, une conquête définitive. C'est ça. C'est une conquête permanente parce que la liberté d'expression, la liberté de réunion, l'obligation de redevabilité que les gouvernants ont vis-à-vis de leurs concitoyens, la lutte contre la corruption et des tas de servitudes qui s'imposent à un pouvoir démocratique. Je ne sais plus qui a dit que la démocratie, c'est fait pour des dieux. C'est fait pour des dieux. Nous sommes des hommes. C'est ça. Nous sommes des hommes. Avec nos imperfections, mais bien sûr, nos défauts. Bien sûr. Vous savez, chez les Grecs, les dieux injustes étaient destitués. Ils destituaient les dieux injustes parce qu'ils estiment qu'ils ne répondent pas. Mais nous, simples humains, dans notre espace ici, bon, nous avons mis Dieu tout à fait au-dessus de tout. Et donc, nous avons beaucoup plus d'humilité. Beaucoup plus d'humilité, c'est ça qui est important. Mais je crois que nous devons prendre conscience du fait que c'est un parcours très difficile. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que de 92, si je prends le début des années 90 jusqu'à maintenant, si on fait une typologie, c'est-à-dire une classification des différents pays africains en fonction de l'idéal démocratique, je peux affirmer sans me tromper que les pays d'Afrique francophone sont un peu en retard par rapport aux autres pays d'Afrique. C'est ça. C'est vraiment de façon globale. Oui. Maintenant, si vous allez dans les détails, ça ne veut pas dire que je suis en train de les indexer, loin de là. De toute évidence, la chose a beaucoup plus marché dans l'espace anglophone que par rapport à l'espace francophone. Disons d'une façon générale. Mais vous savez, c'est que le pouvoir politique, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Le pouvoir politique, au-delà de ses aspects de gouvernance, de rassemblement des citoyens, de conquête, disons, du bien-être économique pour l'ensemble de ses concitoyens, de répartition juste des revenus. Mais le pouvoir politique repose sur la violence.
Ce qu'on appelle la violence légitime, n'est-ce pas? Oui, Ou légale. justement, je conteste cette conception de violence légitime qu'on nous a apprise. Il n'y a pas de violence légitime. Il n'y a pas de violence légitime. C'est ce que les théories de l'État, de la politique des pays occidentaux nous ont enseigné, que l'État a le monopole de la violence. L'État ne peut pas avoir le monopole de la violence. Mais pour faire régner la loi, pour faire régner l'ordre. Le monde a évolué depuis pratiquement 1789, depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous disons que l'État a le monopole du respect des droits de l'homme. Oui. Pas de la violence, du respect des droits de l'homme. Oui, de la violence ou de la force pour accompagner justement ce respect, parce que sans cela, nul ne pourrait respecter, si ce n'est pas les lois établies par l'État. Oui, c'est une question d'éducation. C'est si l'État lui-même se donne les moyens de faire régner la paix sur son territoire et de respecter à la fois l'équité et la justice, que les gens se reconnaissent dans ce pouvoir. De ce point de vue, je pense que la question de la légitimité est primordiale. Et donc forcément, on a plus besoin du monopole de la violence légitime. Bon, c'est vrai, un voleur, on le met en prison, mais on ne met pas en prison des gens pour n'importe quoi. C'est pas parce que bon, on m'a critiqué, que bon, j'ai entendu dire ça, que Terre-Tampillon m'a dit, voilà, qui a une tête de scélérat, que automatiquement, si je suis chef de l'État, je dis, attrapez-le, mettez-le en prison, donnez-lui 5 coups. Ça, c'est dépassé. C'est dépassé. Mais ce qui est insidieux et que nous n'avons pas compris en Afrique, c'est que la violence a 2 aspects. Je dirais même 3. Il y a la violence physique, qu'on oublie très vite d'ailleurs. Et en ce moment où nous sommes au mois d'octobre, nous sommes le 8 octobre, pour ce qui concerne notre pays. Je pense en particulier à des tas de jeunes qui sont morts depuis 90. Dans le cadre du processus de la démocratisation. Est-ce qu'on a besoin de tuer des gens pour la démocratie que nous ne connaissons même pas? C'est qui la démocratie? C'est un Dieu. Donc, je crois qu'il y a une forme de violence, et c'est la deuxième dont je voulais parler, c'est la violence symbolique, qui est plus pernicieuse et qui ne finit jamais, qui fait beaucoup plus mal que la violence physique. C'est quoi la violence symbolique? C'est le fait qu'on traite les gens avec des noms d'oiseaux. Il y a des entreprises de stigmatisation, il y a des stéréotypes qui permettent de ridiculiser l'autre, qui permettent de le rabaisser, qui permettent... Pardon? Le dénigrement. Le dénigrement. Ce sont des formes de violence symbolique. Et je pense, je peux me tromper, que quand on prend l'origine de l'État colonial, c'est vrai que la colonisation, c'est une domination globale. C'est vrai qu'il y a eu la violence. Mais je pense que la violence symbolique a été plus utilisée par la colonisation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je quitte, moi, Colomb, j'arrive à Néron, je vois le chef Lawson, je dis, ben voilà, vous devez être nos amis parce que nous avons des intérêts, nous allons vous aider à développer votre région, etc. Je quitte Néron, je vais à Sokolé. Mais quand je vais là-bas, je dis quoi à Djabo Boukari, à Sokodé? Je dis, je viens d'Anéro. Anéro est très sale. Ils sont au bord de la mer, mais il y a des cochons qui sont au bord de la plage. Tout ça là, que c'est des gens là, que, bon, ben, ils ne sont pas plus intelligents que vous. Je crois que vous êtes meilleurs. C'est ça. Et c'est comme ça que la colonisation, en dehors de la violence physique, a constitué son pouvoir, la violence symbolique sur nous. Et ça nous est resté jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, quand on vient vous dire ça, que j'ai du mal de vous, alors vous vous dites, ben, la prochaine fois quand je le vois, nous allons mesurer. Et cette violence symbolique nous a accompagnés un peu partout sur le continent africain. Et je crois, le colon l'a utilisé abondamment. Je voudrais faire une petite digression. J'avais consulté un ouvrage sur le Togo. Je crois qu'il s'agissait d'un explorateur allemand. Je ne sais pas si c'est Klose, qui était à l'Olamé, parce que ça m'est resté en tête. Et après, il est parti à Glidi. Et quand il est parti à Glidi, il a dit aux gens de Glidi, l'Olamé est très sale. Et je ne dis pas ça, je n'approuve pas. Je rapporte de mémoire ce qu'il a dit.
tout simplement pourquoi? Parce que, mais les Lawson à l'Olamé dit c'est New London. Tu sais, un Français, un Allemand, quand tu lui dis ça, New London, dit mais quoi, ils sont dans la brousse ici, ils sont dans ce village et ils baptisent son truc New London. Ça suffit largement pour qu'ils prennent parti. Je connais bien l'Olamé, je connais bien Glidi, où je passais mes vacances quand j'étais à l'école primaire, mais Glidi n'est pas plus propre que l'Olamé. Non, c'est-à-dire toute proportion gardée. Oui. Donc voilà à peu près. Et donc, c'est ça qui nous a divisés. Et ça, dans toute l'Afrique, la colonisation elle est ainsi faite. Les pays qui ont été colonisés, c'est le principe de la division Pour régner. Alors, c'est symbolique. Quand on en vient maintenant, après les indépendances, quand on en vient maintenant à ces influences que ces métropoles ont toujours gardées avec nous, la création de la zone franc, le franc CFA, l'héritage colonial qu'aujourd'hui les jeunes, en tout cas la nouvelle génération, cherche soit à bannir. Alors, quelle relation peut-on établir avec cette chasse gardée des anciens maîtres et le processus qui a été déclenché dans les années 90? Non, je crois que, vous savez, en 90, nous étions entrés dans un nouvel ordonnancement géopolitique mondial, puisque l'Union soviétique a disparu, a implosé, et donc la seule puissance dominante dans le monde alors, c'était l'Occident. C'était les États-Unis d'Amérique avec ses alliés, et donc les États satellites de l'Union soviétique ont tous disparu, tout cela. Donc je crois qu'ils ont voulu mettre en avant la rente de la démocratisation ou de la liberté pour toutes ces régions, pour tous ces pays, pour qu'ils puissent véritablement les avoir comme partenaires et assurer encore davantage leur domination sur le monde. Je pense que, par exemple, un type comme Yeltsin a été récupéré très rapidement par leurs occidentaux et qu'il a fait une politique à outrance permettant justement de démanteler l'Union soviétique. Mais ce qui a lieu de souligner, c'est que très rapidement, ils se sont rendus compte que l'Afrique est un cas particulier. Pourquoi l'Afrique est un cas particulier? Nous sommes, et là j'enfonce des portes ouvertes, le seul continent au monde où se trouve pratiquement la totalité ou la plus grande partie des ressources du monde. Ce qui veut faire une politique d'industrialisation. C'est pour ça... Les ressources minières. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont venus nous coloniser. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, mais et si l'Afrique était un continent démocratique? Il y a cette carte des pays de la zone franc, par exemple, si on peut nous montrer ça là, je peux nous montrer la carte des pays de la zone franc, ça nous permettrait, n'est-ce pas, d'évoluer dans le débat. Oui, allez-y. Oui. Donc, donc ils ont anticipé un peu. La zone franc, ça a été constitué dans les environs de 1939, je crois, si j'ai bonne mémoire. Mais aujourd'hui, il y a tout un débat là-dessus. Il y a une réforme qui a été faite ou qui est en cours. Mais moi, je me mets un peu du côté de la France. Si j'ai un instrument qui me permet de tirer profit des ressources d'autres régions du monde ou de d'autres pays, je ne vois pas pourquoi je vais m'en dessaisir. Ça n'est pas rationnel. Donc c'est à l'autre de dire ce qu'il veut faire, mais j'essaierai quand même d'utiliser tous les moyens possibles pour freiner. Alors, mais quand vous prenez la carte de la zone franc, cette carte doit être accompagnée d'une autre carte qui est la carte des bases militaires. Les bases militaires en Afrique. Françaises, bien sûr. Dans les mêmes pays francophones. Oui. Voilà, dans les mêmes pays francophones, il y a cette carte-là, mais quand il y a une carte, il y a une base militaire dans un pays, où il y a des accords militaires, vous ne savez pas ce qui se passe chez vous. Vous pouvez être le plus grand chef d'État d'un pays, mais la nuit, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne maîtrisez pas. Puisque ces bases sont en relation directe avec les puissances. Même quand ils n'ont pas de base militaire aujourd'hui, ils ont des satellites, ils peuvent contrôler votre pays à tout moment. Mais quand ils en ont, généralement, quand ça avait été signé, c'était pour protéger les régimes qui étaient vraiment pro-français. Dans certains pays, je pense même que on nous a dit qu'il y a des présidents de la République dans certains pays où on a construit un tunnel
depuis le palais de la présidence jusqu'à l'ambassade de France, pour permettre au chef de l'État, en cas de difficulté, de pouvoir s'éclipser rapidement pour éviter... Bon, voilà. Donc, je crois que jusqu'en 90, ces pays ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un bouleversement. Tout au moins, ils pouvaient le soupçonner. Mais ils ne voulaient pas, ils freinaient de tout le faire. Et puis là, maintenant, bon, donc forcément, ils jouent un peu aussi sur nos divisions internes. Ils cherchent des gens qui peuvent les aider à poursuivre les mêmes politiques. Et ça, ils l'utilisent par tous les moyens. Vous savez, l'enseignement universitaire, le sport, le théâtre et telles choses. Nous sommes dans un environnement européen en Afrique. Nous avons été colonisés par l'Europe. Et donc, nous sommes conditionnés. Nos modèles de pensée sont déterminés par l'Occident. C'est à nous de nous ouvrir à d'autres cultures pour dire, mais tiens, cette question peut être posée autrement que nous l'avons apprise à l'école. Donc, je pense que, bon, aujourd'hui, sur la question de la zone franc, s'il faut discuter des rapports de coopération entre la France et l'Afrique francophone, c'est une tabula rasa qu'il faut faire. Il faut faire une tabula rasa. Reprendre tout à la base. Il faut reprendre, il faut mettre tout sur la table. Les accords militaires, les accords monétaires, tout ce qui est, par exemple, même en matière de formation. Je suis un enseignant et je voudrais donner un exemple sur ce point parce que ça me tient à cœur. Quand nous étions arrivés à l'université en 1976, les Nations Unies ont demandé une mission pour l'université du Bénin à l'époque. À l'époque, oui. Ils ont dit, moi j'étais à l'ESTEG, ils ont dit, il faut créer des facultés de sciences sociales et non des facultés de sciences économiques. C'est-à-dire que dans le cadre de l'interdisciplinarité, pour avoir une approche globale du développement, il faut que les sociologues, les historiens, donc que les économistes soient ensemble dans la même faculté, que l'une discipline justement converge vers une approche globale des questions de développement de l'Afrique. Et il y a eu une mission, Samir Amin, qui est un économiste très connu, qui est venu. Et ensuite, on a envoyé des experts qui nous ont rencontrés. Moi, j'en ai rencontré un, M. Mendras. Et puis après, au moment de l'application, ben, tout ça, ça a disparu. Et on nous a fait venir des coopérants français. Et malheureusement, moi, j'en ai connu un à la Sorbonne, qui n'était pas un bon enseignant. Si brillant. Donc, c'est-à-dire qu'à ces cours, les gens ne venaient pas, mais bon, nous les Africains, nous y allons parce que bon, nous étions quand même un peu, comment dirais-je, dit, bon, on a une bourse, on est là, je ne vais pas rester à la résidence d'Anthony dormir toute la journée, je vais quand même au cours, s'il raconte des bêtises, peu importe. Bon, bref, et c'est lui qui est venu pour prendre en direction, pour prendre en main un département que nous avions créé qui s'appelle le département de philosophie des sciences sociales appliquées. Alors, je lui ai rappelé que j'ai été son étudiant à la Sorbonne. Eh bien, il y a M. Abouki, vous savez, à cette époque-là, hein, je revenais de Conakry, de Guinée, j'étais pas très bien. C'est-à-dire, il trouvait des excuses, parce qu'il savait qu'il ne faisait pas l'affaire. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des gens ici qui pouvaient faire l'affaire, qui pouvaient prendre ce département Mais bien sûr, oui. Bien sûr. Je ne pense pas, je ne dis pas que moi, je pouvais le faire, mais d'autres collègues étaient là, qui pouvaient le faire, etc. Mais qui plus est, ce qui est important, c'est que nous connaissions en France des africanistes très pointus sur la question africaine qui pouvaient venir. Mais on nous envoie quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. Donc, je crois que dans cette affaire-là... Alors tout cela, ça joue quoi? Donc, toujours dans ce système d'hégémonie... Oui, mais c'est pour nous maintenir. Oui. Non, mais c'est pour nous maintenir, ça nous le savons. C'est pour nous maintenir dans une domination perpétuelle. Mais ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour nos ressources. C'est pour nos ressources. Et là, on va en venir tout à l'heure pour montrer que leur inquiétude aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous assistons à un rétrécissement du temps historique en raison des mutations scientifiques et techniques qui s'opèrent dans le monde. Et qui s'opèrent très rapidement d'ailleurs. Très rapidement. Je donne quelques exemples. Prenez un pays comme la Chine. Mais la Chine a mis pratiquement, je crois, 60 ans pour, à partir de sa première révolution industrielle, pour maîtriser l'atome. La Chine a eu sa bombe atomique. La Chine aujourd'hui envoie des fusées dans l'espace. Donc, ces conquêtes-là, aujourd'hui, sont un peu à la portée
de tout le monde. Je pense qu'il existe même une sorte de marché mondial ou de masse universelle mondiale de connaissances scientifiques et techniques qu'on appelle la technoscience, l'application, et que donc par conséquent, si vous formez les gens, si vous avez les ingénieurs, si vous avez les savants, si vous avez ceux qui font de la recherche et développement, si vous avez les bons ingénieurs, très rapidement, vous pouvez participer, vous pouvez entrer dans le cercle des premiers. Donc la Grande-Bretagne, par exemple, a mis 100 ans pour aller vers la maturité technologique, 1750-1850, la France 80, la Chine 60. Mais au fur et à mesure que le monde avance, mais le temps de la maturité technologique des pays diminue. Et donc ils se rendent compte aujourd'hui, que l'Afrique, avec toutes ses ressources, peut aussi rattraper le temps. Si elle change de politique, si elle forme les gens, les cadres nécessaires, si elle forme une jeunesse capable justement de promouvoir des mutations rapides dans le pays, personne ne pourra nous atteindre. Et à partir de ce moment... Est-ce que ça veut dire qu'il y a un impact forcé sur l'avancée technique et technologique, sur le développement de la pensée politique et des sociétés? Absolument, absolument. Depuis toujours, il y a une relation entre le progrès scientifique et technique et le progrès social ou le développement de la pensée. Depuis toujours, depuis la Renaissance européenne, par exemple, parce que je crois pour ma part que la Renaissance européenne a été, comment dirais-je, le moment où les connaissances scientifiques et techniques du reste du monde ont été portées à un point d'incandescence. C'est-à-dire, quand on parle du renversement copernicien, ce renversement qui a eu lieu au 15e, 16e siècle avec Copernic, mais ça a provoqué l'accélération à la fois des connaissances scientifiques et techniques, mais aussi le développement de la pensée. Oui, mais des rapports entre les gens, la liberté, le rapport au sacré. Et l'Église catholique a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu la réforme. La réforme avec les protestants, tout cela, Luther, tout cela, ben, c'est dû justement au progrès scientifique et technique. Jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, regardez un peu, nous avons la télévision, nous avons nos portables, nous avons TikTok, on a plein de choses, on peut regarder n'importe quoi, n'importe où. Quand on veut. Bon, si j'ai quelques petits moyens, je peux produire une vidéo, me mettre en scène, soit comme un sorcier, comme un savant, bon, je peux faire ce que je veux. C'est extraordinaire. Donc, les gens se disent, mais revenons à des choses sérieuses. Ils se disent, mais dans 30 ans, si avec leurs ressources, l'Afrique arrive à accéder à ce rang de maturité technologique maîtrisé en une génération, ça peut se faire. Pourquoi je dis cela? Je parle sous le contrôle de ceux qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, mais je parle également sous le contrôle des institutions, certaines institutions de la Banque mondiale. La Banque mondiale nous dit en 2017, l'Afrique a un problème, il nous faut 2,5 millions d'ingénieurs en Afrique pour provoquer l'émergence du continent. Je répète ça comme un âne, parce que je ne peux pas le démontrer, mais si c'est la Banque mondiale qui le dit, dont les patrons sont les pays occidentaux eux-mêmes, puisque ce sont eux qui sont membres d'un conseil d'administration de cette institution. Donc forcément, je crois qu'ils ont parfaitement raison. Je crois qu'ils ont raison. Et donc, le problème du monde aujourd'hui, je ne dis pas de la France, je ne dis pas de l'Occident, tous les pays développés, pour eux, si nous assurons la promotion de la démocratie, quand je veux, par exemple, financer un projet dans un pays africain, si j'arrive, je distribue de l'argent, par exemple, aux responsables politiques, à la justice, etc. Je dis, signez-moi un contrat de 50 ans. Ça ira mieux parce qu'avec ce que je vais faire, moi j'ai besoin de la durée, tout cela. On me signe le contrat. Ça fait 2 générations. C'est ça. Ça fait 2 générations. Je peux me permettre de faire n'importe quoi. 2 générations sont pénalisées. Il faut sauvegarder ce contrat. Donc forcément, je peux jouer sur la division du pays. Je peux corrompre les gens. Je peux les menacer éventuellement s'ils ne veulent pas. Obtempérer à certaines de mes desiderata. Donc, alors que s'il y a la démocratie, si on signe le contrat et une partie de la société ou un parti politique se lève, dit non, ce contrat ne peut pas marcher, il faut en débattre au Parlement.
venez justifier. Et au bout du compte, il dit, nous voulons un référendum. C'est ça. Nous voulons un référendum parce que nous pensons que c'est un bien national et que donc pour l'aliéner de façon aussi durable, nous voulons que le peuple se prononce là-dessus. Ça change complètement les rapports. Ça change aussi la gouvernance du pays. Ça change la légitimité des gens qui veulent gouverner. Ça change la formation des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qui ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, moi, Tartampion, je suis président de la République, vous venez vous incliner devant moi et je fais ce que je veux. Ce n'est plus concevable. Alors, mais ça inquiète un peu la démocratie. C'est ça le problème de l'Occident, du reste du monde. Alors, je disais que, regardez un pays comme la République démocratique du Congo. Depuis pratiquement 61, il n'y a pas la paix dans ce pays. C'est pas autre chose. Ce sont les ressources minières. Parce qu'il est immensément riche. C'est tout. C'est tout. Et pourtant, c'est les mêmes qui nous encouragent à aller à la démocratie. Est-ce que c'est juste un refrain qu'ils chantent sans le vouloir sincèrement? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais écoutez, moi, je ne sais pas. Les mêmes vous disent, non, la démocratie, c'est un luxe pour vous. Oui. C'est pas ça. Oui, qu'il vaut mieux, par exemple, passer par un pouvoir autoritaire. Les mêmes en douce diront, non, c'est un régime présidentiel qu'il vous faut. C'est-à-dire un président qui est là, qui prend les décisions. Les gens vous diront, il faut un pouvoir fort. Pour tous, là, c'est de la mystification. C'est de la mystification. Nous devons situer notre position par rapport au reste du monde. Nous, Africains, nous sommes l'objet de convoitises mondiales. Occident, États-Unis, France, Allemagne, Union soviétique, Chine. Parce que nous avons des ressources. Parmi tout ce beau monde, il n'y a pas nous sommes singuliers. Il n'y a pas un meilleur partenaire avec qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a le changement de tuteur. On veut quitter la France pour peut-être les Russes, pour peut-être les Chinois. J'étais en Chine en 81. J'étais en Chine en 1981 comme expert. Et j'étais au ministère des Affaires étrangères sur un projet. Bon, on a financé, la Chine nous avait prêté de l'argent. Mais même avant d'y aller, nous avons vu comment les Chinois se comportaient ici. Je vais donner un exemple. Nous avions le complexe sucrier d'Anier. J'étais directeur de la coopération. J'ai reçu les Chinois, je dis, complexe sucrier d'Anier, donnez-nous les plans. Ils disent non, on ne vous donnera pas les plans du complexe sucrier d'Anier. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous appelons nos étudiants qui étaient formés en Chine, qui étaient là-bas, dit, bon, ben, est-ce que vous avez appris le chinois? Ils disent, mais les Chinois ne veulent pas nous montrer le plan. Ils disent, vous êtes ingénieurs, vous servez à quoi? Et le premier conseiller de l'ambassade de Chine, il est venu me voir, il me dit, si on vous donne ça, vous allez donner ça aux Français. Je parle, je dis, les gens me connaissent. Je dis, mais c'est pas vrai. Et donc la Chine nous a prêté en 72 100 millions de yuan renminbi. Ça fait à peu près, je ne sais pas, j'ai encore bonne mémoire, 10 milliards de francs CFA. Mais tu sais ce qu'est la condition qu'ils nous ont posée? Ils nous ont dit, on ne vous donnera pas de l'argent liquide parce que nous ne voulons pas acheter des devises à la zone franc, mais vous achetez des produits chinois et au lieu d'envoyer l'argent à la Banque de Chine, on envoie l'argent dans un compte à l'UTB, à Lomé, et c'est avec cet argent-là que nous allons financer vos projets. Alors, ça a traîné. À un moment donné, je suis allé voir la maison de commerce, je dis, mais pourquoi vous n'achetez pas de produits chinois? Ils disent, mais nous avons des centrales d'achat en Europe, à Paris. Si je suis la CIFAO à Lomé, je n'achète pas moi-même tout ce qui vient à Lomé. Oui. Il y a une maison mère. Et donc, forcément, nous ne pouvons pas acheter des produits chinois. Et c'est comme ça, les projets ont traîné. On devait construire, par exemple, une unité de machines agricoles. Et donc, nous sommes partis en Chine, justement, pour revoir la coopération. Mais c'est un échec. Sur le plan, comment dirais-je, politique, ça n'a pas été un échec parce qu'on m'a appris à l'époque que quand un président se déplace, ce n'est pas le nombre de contrats que vous signez qui est important, mais c'est l'accueil qu'il a reçu qui est important. Alors, vous voyez un peu, je crois que c'est à nous, c'est à nous-mêmes de nous battre pour construire l'Afrique. C'est ça. Et comment allons-nous construire l'Afrique? Pas dans la division, pas chacun de son côté. Le Gabon de son côté, la Côte d'Ivoire de son côté, le Sénégal de son côté. C'est ensemble. Quand nous prenons la CEDEAO, cet espace-là,
Mais c'est ensemble que nous devons définir le projet. C'est ensemble que nous devons aller chercher les investissements extérieurs, pas chacun dans son coin. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, nos élites, je dis bien nos élites, ont un retard important, mais plus je réfléchis, je me dis, ce retard ne leur est pas imputable. C'est ce qu'on leur a appris à l'école. Et en une génération, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. On ne peut pas faire la rupture. Parce que nous sommes dans un confort. On est dans un confort intellectuel. Et donc, si on vous met à la tête d'un ministère, d'un projet, vous n'allez pas tout changer. Donc, vous aussi, vous dites, eh bien, il me faut ma maison, il faut ceci. Et à l'espace de 30 ans, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, et l'Occident en profite. Mais il faut que ça change. Et nous devons commencer dès maintenant à jeter les bases d'un nouvel Africain. Je dis le nouvel Africain, c'est le nouvel Africain qui est pétri de connaissances scientifiques et techniques, qui pense aux pays voisins, qui pense aux générations qui seront là en 2100, qui dit l'Afrique a été le berceau de l'humanité, il faut que l'Afrique devienne le premier pays industriel du monde. C'est-à-dire, il faut se projeter dans le temps, il faut se donner des ambitions. Si vous êtes dans votre village, dans votre coin, vous vous dites, bon, écoutez, moi, vous savez, hein, j'ai le manioc, j'ai le sodabi, ça me suffit largement. Non, nous parlons de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est ça le problème fondamental. Et ça, je pense que nous devons changer de logiciel. Non seulement changer de logiciel, mais changer aussi de comportement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, je pense que les élites n'ont pas fait faillite. Elles étaient mal formées. Ou elles étaient formées pour aller travailler aux États-Unis, en France, ailleurs, mais pas pour travailler en Afrique. Nos élites n'ont pas été formées pour travailler en Afrique. Regardez les programmes que nous avons. Moi, j'ai quitté l'université, ça fait déjà un certain temps, mais je ne sais pas ce qu'on y enseigne encore aujourd'hui. Mais donc, quand nous étions là, bon, je ne sais pas, quand vous sortez un peu des canons qui sont établis, on dit vous êtes un mal-pensant. Moi, j'aurais préféré à l'époque comme traitasse de quelqu'un qui est égaré. Mais on vous dit vous êtes mal-pensant. Parce que tout simplement, vous n'acceptez pas. Vous pensez que c'est pas ça. Et c'est ça le problème. Est-ce que vous voyez? Nous avons gardé les 4 territoriaux, le Togo, le Bénin. Mais le Togo, c'est quoi? C'est une insulte. C'est une insulte historique. C'est une insulte historique. C'est-à-dire que nous n'avons rien à voir avec le Togo. Nous ne sommes pas togolais. Nous sommes des Africains. C'est tout. C'est un point, un trait. Et l'erreur que les pères de l'indépendance ont commise en 1963, à la création de l'OUA, c'est d'avoir accepté l'intangibilité des frontières. C'est une erreur. C'est pour éviter aussi ces guerres claniques et ces guerres. Non, il n'y avait pas de guerre clanique, oui. M. Wilson. C'est que le retour à ces frontières, n'est-ce pas, de départ, aurait causé plus de tort. Non, puisqu'il y a une institution internationale, les Nations Unies, on peut tout négocier. Seul Senghor a restitué à la Gambie un certain nombre de villages, tout simplement parce que Senghor estimait que ces villages étaient plus du côté de la Gambie que de son côté. Mais c'est ce qu'on nous a appris en disant, oui, il y avait des guerres atroces, qu'ils ont fait la pacification. Quelle guerre? Dis-moi. Est-ce qu'au Togo, dans notre environnement ici, d'après l'histoire, on nous a fait des guerres contre les Kotokoli, les gens du Sud ont fait des guerres en pays Mouba, en pays Kotokoli? Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des royaumes, il y a eu des empires, tout pouvoir a pour ambition de s'étendre, de conquérir d'autres espaces. Mais quand les colonisations sont venues, ils ont fait ce cloisonnement de nos espaces vitaux et de nos aires culturelles. C'est ça qui nous a créé le plus de problèmes. Moi, la dernière fois, j'écoutais un Togolais sur une média internationale qui parle, dit mon peuple. Je ne veux pas citer la région à laquelle il fait allusion. Il dit mon peuple. Je dis que diable, tu n'as aucun peuple, toi. Tu n'as aucun peuple. Parce que tu étais à l'école, parce que tu portes ce nom, tu ne sais même pas d'où tu viens. Que beaucoup d'entre nous. Mais il faut repenser l'histoire de l'Afrique. Nous ne sommes pas là comme ça, nous ne sommes pas tombés du ciel, restés au Togo ou au Bénin. Nous venons de quelque part.
dans le cadre de brassages culturels qui sont multiséculaires, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à la colonisation. Nous étions dans le temps très long. La colonisation n'a duré qu'un siècle ou 70 ans. Et a bouleversé totalement le destin de l'Afrique, mais parce que nous étions nous-mêmes complices. Quelque part. Voilà. Donc, j'ai peut-être fait une digression, mais... C'est ça, oui. Okay. Alors, pour terminer sur la zone franc et les bases militaires, je pense que c'est un package. La France, il pense que la zone franc est utile pour son avenir, pour son développement. Et dans cet espace-là, on dit, mais comment faire? Nous allons protéger la zone franc, nos ressources. D'où l'implantation de ces bases militaires françaises. Et donc, d'où l'implantation des bases militaires. Et donc, les accords militaires qui étaient là avant la colonisation ont été purement et simplement, dans beaucoup de pays, reconduits après les indépendances. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un ensemble. Et j'ai d'autres cartes, quand vous les voyez, on peut les superposer. On voit très bien que c'est un ensemble. Si vous quittez la zone franc et vous gardez les zones, les bases militaires, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. C'est ça. Et de plus en plus, il y a cette tendance à décrier justement cette présence de ces bases militaires sur le continent africain. Oui, non, mais qu'est-ce que... si moi au Togo, on a une base militaire, j'ai peur du Bénin. C'est mes frères, c'est mes cousins. Nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple. Qu'est-ce que j'ai à avoir peur du Bénin, du Ghana, du Nigeria? Si nous reprenons le peuplement, ne serait que de notre sous-région, de l'Afrique de l'Ouest au nord, les Wolof Serer, les Mossi, les Haoussa Kanouri, et au sud les Akans, les Fon Adjaou, Guin, et les Igbo Ruba. Mais la dernière fois, M. Lucien, je me suis amusé à dessiner un quadrilatère. Un quadrilatère qui va de Kano à Salaga, au Ghana actuel, qui va de Salaga à Tové, en passant par Ketekrachi, qui est où les Allemands voulaient mettre un chemin de fer avant, et de Tové jusqu'à Keta. Et de Keta, vous longez la côte jusqu'à Benin City, et de Benin City, vous remontez à Kano. C'est le quadrilatère où, par exemple, vous avez le commerce de l'or, le commerce des plumes d'Autriche, le commerce de la cola. Et je ne parle pas en l'air, parce que en me fondant sur les travaux des historiens, j'ai fait une enquête dans la région de Cloutou pendant 2 ans, de 1971 à 1973, avec l'appui logistique de l'École normale supérieure d'Atapamé. Et quand je suis allé dans le canton de Kouma faire mes enquêtes, au fur et à mesure, on m'a parlé de Tové. Je vais à Tové, les gens, les vieux me disent, oui, avant il y avait un grand marché ici. Il y a eu un incident avec les Allemands et ils l'ont déplacé à Palimé. Bon. Mais ils m'ont dit que leurs voisins, les gens avec qui ils commerçaient, les gens venaient de Keta avec du poisson, sécher des poissons, et qu'eux, ils leur vendaient l'huile de palme ou d'autres choses, tout cela. Et sur la côte aussi, jusqu'à Benin. Donc, c'est plus grand, ça fait 444 km². C'est un grand ensemble. Ça fait 444 000 km². Je peux me tromper sur les détails, parce que, bon, avec l'effet de l'âge, je n'ai plus tous mes esprits. Mais je me suis dit, mais tiens, voilà, cet espace a disparu. Mais c'est un espace de brassage. Et quand, par exemple, Salaga, qui était sous la domination Ashanti, quand le pouvoir Ashanti menace un peu, l'onde de choc va jusqu'à chez Djoba Boukari. Et ça continue en pays Kabylie, chez les Bariba. Mais vous saviez qu'à Salaga, en 1883, quand Benger, un explorateur français, arrive là-bas, il trouve 6 000 Haoussa sur 11 000 habitants. Les Haoussa étaient venus de Kano, qui étaient là, une sorte de, comment dirais-je, de bourse, où tout le monde venait apporter ce qu'ils voulaient vendre, etc. Les gens achetaient, ils repartaient vers d'autres horizons, etc. Mais les 6 000 Haoussa qui étaient là, qui ont pris racine là-bas, venaient de Kano. Mais ils étaient tolérés par le pouvoir Ashanti. Ils étaient connus. C'est-à-dire que quand on nous dit, oui, des guerres claniques, tout cela,
Je pense qu'on a voulu C'est nous artificiel, intoxiquer. oui. Je pense qu'il y a une grande part de mystification de la part des pays européens. Et je lisais tout récemment qu'il y a eu une guerre en 1869 entre les Aigris et les Ashanti. J'ai fait une enquête ethno-historique, comme sociologue, dans la région de Pluto. Les vieux là-bas, je ne peux pas vérifier, m'ont dit, en fait, c'est parce que nous étions en position d'infériorité, et comme on avait peur des Ashanti, le jour-là, on criait très fort pour qu'ils croient qu'on est plus nombreux qu'eux. Et les Ashanti ont fui parce que nous crions plus. C'est le seul élément historique que moi je possède. Bon, peut-être qu'il y a eu effectivement une guerre, mais bon. Dans tous les cas, c'est vous dire qu'on a multiplié, disons, les scénarios catastrophiques pour l'Afrique. On était des sauvages, on s'entretuait, les Blancs sont venus, ils ont fait la pacification. Et donc, nous sommes redevables de notre état de pays évolué. Et nos élites sont tombées dans le piège. Et nous-mêmes, nous sommes tombés dans le piège. Et jusqu'aujourd'hui, la violence symbolique existe. Nous les infligeons les uns aux autres. Je vais terminer là-dessus si vous me posez d'autres questions. Oui. Je me rappelle au début des années 60, quand nos aînés Très rapidement, oui. revenaient d'Europe avec leur diplôme. Alors, un spectacle affligeant. Alors, les gens disaient, oui, non, mais celui-là, il a fait ses études en Union soviétique. Donc, il n'a pas le même niveau de formation que moi. On ne peut pas le nommer directeur de société ou directeur de service. Il dit, non, il était en Tchécoslovaquie. J'ai dit, mais il ne peut pas être médecin. Il dit, mais est-ce que c'est vous qui soignez les gens en Union soviétique? Les Russes ne se soignent pas. S'ils vous forment des gens, il faut les prendre. Donc, cette violence symbolique, nous l'avons appropriée. Et ça nous a divisés. Et c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Et je crois que sur ce plan, nous avons toute une reconversion des mentalités à faire. Absolument. Et d'où la nécessité, n'est-ce pas, d'une certaine renaissance africaine qui doit être fondée sur l'unité, l'Union africaine. Et comment cela peut-il prendre réalité si nous continuons toujours à brandir nos égaux? Oui, voilà. Je crois qu'il faut aller étape par étape, comme on dit, parce que nous ne sommes pas seuls en cause. Oui. Nos partenaires ne veulent pas de l'unité africaine. Comment s'en défaire? Est-ce que c'est collé à nous pour toujours? Non, mais il faut trouver des subterfuges. Il faut trouver des artifices. Il faut trouver, par exemple, des gens qui sont un peu plus forts, qui peuvent les déstabiliser. Je réfléchis à haute voix. C'est ça. Quand j'ai pris les différents itinéraires de la route de la soie de la Chine, vous savez, il y a le petit boucle, ou la petite boucle, je crois. Hein, boucle, c'est féminin. La petite boucle, oui. Bon, voilà. Et puis, il y a la grande boucle. Mais la petite boucle et la grande boucle se rejoignent quelque part, par exemple, en Méditerranée. Et donc, vous voyez que, par exemple, notre continent, notre région, le Sahel, le Togo, fait partie du même arc géopolitique que les pays d'Asie centrale, qui ont du gaz, qui ont du pétrole à vendre à l'Occident. Et donc, la Chine est en train d'utiliser ces mêmes parcours-là pour étendre son influence commerciale dans le monde. La Chine arrive au Kenya, en Méditerranée. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous disons, mais pour déstabiliser, pas pour déstabiliser l'Occident, mais pour aller plus vite. Si nous devons signer un accord de coopération avec la Chine, vous connaissez la route de la soie là, si vous allez au Kenya ou à Tripoli, prolongez là de Tripoli jusqu'au Nigeria. Prolongez-nous cette route pour que nous puissions avoir un maillage infrastructurel très dense du continent africain où nos bassins miniers seront accessibles, où nous pourrons par exemple mettre des chemins de fer, mettre des entrepôts pour pouvoir développer des industries et exporter nos produits dans le monde entier. C'est ça que nous devons faire. C'est cette réflexion que nous devons faire. Mais l'Union africaine, je ne sais pas, il y a un problème de génération. Je crois qu'il y a un problème de génération. Et donc, forcément, et puis aussi, il faut voir un peu le mode de cooptation de nos fonctionnaires. Quand c'est les États qui vous envoient, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire autre chose que de défendre la politique de votre pays. Mais nous devons changer de logiciel. Nous devons changer de logiciel. Nous devons changer la formation. Et là, peut-être il faut une nouvelle génération de chefs d'État africains pour changer les choses, parce qu'on en a vu. Oui. C'est pas le plus important. Si la société change, le chef de l'État est obligé de changer. Une société qui change ne peut pas avoir à sa tête
quelqu'un qui fasse n'importe quoi. C'est à la société, c'est la société qui impose, qui choisit son dirigeant. Il y a un symbole, c'est-à-dire on nous a dit que, par exemple, dès l'instant où vous devenez chef, vous devenez pratiquement un tyran, c'est-à-dire que vous vous imposez à tout le monde. Non, non, si la société change, c'est que nos sociétés sont lentes à changer. Si vous voulez changer, vous êtes en avance, mais vous seul ne pouvez pas changer. Il faut entraîner. Il faut entraîner les autres. Parce que si vous voulez changer rapidement, les autres, ils ne suivent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons faire changer nos sociétés. Mais pour changer nos sociétés, il faut que nos sociétés accèdent à la compréhension du monde. C'est-à-dire, quand je vais dans un village, quand je vais dans un quartier, quand je vois des gens, ils parlent de façon archaïque d'un problème qui est simple, et tout cela, je me dis, il y a un travail à faire. Mais c'est l'école qui doit le faire. C'est la famille qui doit le faire. C'est le quartier qui doit le faire. C'est-à-dire qu'il faut généraliser les connaissances scientifiques et techniques, que la compréhension du monde nous soit accessible. Dans les pays développés, c'est ce qu'ils font. Que l'enseignement obligatoire permet au moins aux gens de ne pas être trop manipulables. Quoique, on voit un peu ce qui se passe dans ces pays, mais c'est déjà pas mal. Et nous devons aller vers là. On n'a pas le monopole de la connaissance. Dire, moi, je connais les autres, bon, ils me suivent, tout cela. Si nous restons dans ce format, nous n'irons pas loin. Si nous devons penser à l'avenir. Oui. C'est ça. Et c'est facile de le dire, hein, comme je le dis ici. Mais il faut le dire. Absolument. Il faut le dire, il faut le faire. Alors, sur l'échelle de l'histoire, sommes-nous vraiment en retard par rapport à ce processus démocratique qui est en fait... Parce qu'on trouve parfois que 30 ans, 50 ans, c'est assez peu sur l'échelle de l'histoire. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons les moyens d'aller plus vite. Je vais revenir un peu au Togo. Sans aucun parti pris. Parce que c'est notre souffrance. C'est notre souffrance. Quand je vois ce qui se passe, c'est notre souffrance. Quand je vois ce coup de tête 63, assassinat de Sylvanus Olympio, c'est une souffrance togolaise. Ce n'est pas uniquement la souffrance de Guy Olympio. C'est une souffrance togolaise. Quand je vois tout ce qui s'est passé de 63 jusqu'en 67, l'arrivée d'un régime au pouvoir, et puis de 70 jusqu'en 2005. Et quand nous avions abordé en 90 le processus de démocratisation, regardez toute la violence, tout ce qui s'est passé. Nous n'étions pas une société soudée. Il y avait, comment dirais-je, des différences importantes. Ce n'est pas des malentendus. Je ne parle pas de haine, mais il y avait un enjeu. C'est un enjeu d'humanisation. L'autre dit, s'il y a une démocratie, je ne serai plus rien dans ce pays. Donc il faut que ça ne marche pas. Mais si moi je veux la démocratie, il faut que je lui démontre que la démocratie n'est pas dirigée contre qui que ce soit. Que c'est notre bien commun, à vous, à moi, aux générations qui vont venir. Mais est-ce que nous sommes intégrés ces préalables? Lors des conférences nationales, on a vu un peu, je ne veux pas critiquer les spectacles, tout ça, parce que les gens qui ont fait ça, ils étaient courageux. Mais toujours est-il que ça n'a pas marché parce que je pense que le Togo est, de tous les pays de la sous-région, celui où la violence symbolique de la colonisation, de l'État colonial, était plus prégnante, pesait sur les relations interpersonnelles, sur les relations individuelles, sur les relations ethniques. Parce que quand vous quittez Anéro, vous allez à Glidji, ben les gens vous disent quand vous quittez Lomé, vous allez à Seyé. Et tout cela. Bon, alors quand vous êtes dans une telle configuration, vous ne pouvez rien bâtir ensemble. Et que donc, c'est ça, moi je viens vous vendre une idée qui peut nous élever au-dessus des contingences matérielles et de nos rapports avec l'Occident, d'autres pays, vous n'accepterez pas tout simplement parce que je ne parle pas la même langue que vous. C'est ça. Ou parce que votre oncle m'a dit il y a très longtemps, il y a eu ceci. C'est ça, nous étions dans ce pays. Et c'est pour ça, la démocratisation du Togo est en marche. Elle n'est pas terminée. Elle est en marche. Nous avons commencé en 92. Elle est en marche. Moi, je dis qu'elle est en marche. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est 2005. Ça, je le dis à tout le monde, parce qu'en 2005, nous aurions pu faire autrement.
Nous aurions pu faire autrement parce que nous avions anticipé. Nous nous sommes dit non, c'est vrai, je ne suis prétentieux à rien sur cette période. Nous avions anticipé, nous avons vu des gens, nous avons dit non mais, chers collègues, toi et moi, on a fait le collège ensemble, on a fait l'université. Si Adema disparaît demain, qu'est-ce que nous faisons? Donne-moi la réponse. Toi et moi. Il n'y a pas de divergence entre nous. On ne s'est jamais battu quand on était au collège. On fait quoi pour que le pays soit apaisé? Après, quand ça a commencé, nous avons interrogé des gens. Ils nous ont dit non, Richard, tu sais, c'est les jeunes là qui ont pris le pouvoir. Et donc, ils ne sont plus dedans, qui laissent les jeunes, tout ça. Bon, ils ont botté en touche nos préoccupations. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut aller de l'avant. Notre pays donne une mauvaise image. Sincèrement, moi je suis togolais comme tout le monde, mais je ne sais pas, de plus en plus, quand je suis dans la rue, tu vois le désordre qu'il y a. Ce n'est pas le pouvoir qui crée le désordre, mais le désordre est devenu, comment dirais-je, je ne sais pas, un paramètre. Tout simplement des rapports sociaux, tout simplement parce que les gens, ils ne savent pas où ils sont. C'est ça. Ils ne savent pas où ils sont, ils n'ont pas de repères. Donc, les gens font n'importe quoi. Et ce désordre, de proche en proche, partout où vous allez, il y a une violence symbolique dans l'administration. Vous allez à l'hôpital, il y a une violence symbolique. Vous allez à tel service, il y a une violence symbolique. En politique, n'en parlons pas. Et donc, forcément, il faudrait qu'il y ait un apaisement. Alors, sur ce point, je voudrais faire une proposition. Mon idée est la suivante. En fait, ce n'est pas mon idée. Vous savez, quand on est face à des enjeux géopolitiques, et que je résume par la sauvegarde de l'avenir du continent africain et de nos enfants, des générations futures. Nous n'avons pas d'ennemis. La France n'est pas un pays ennemi. Nous avons des adversaires. Il y a une rivalité. Nous devons nous mettre ensemble. Oui. Nous nous mettre ensemble. On n'a jamais vu quelqu'un tout seul construire une tour, une maison, un avion, même un vélo. Nous devons nous mettre ensemble. Mais si nous faisons nous-mêmes le jeu de l'extérieur, si moi je m'allie à d'autres puissances, je le fais contre les générations futures. Et c'est ça l'inquiétude des pays développés. Quand je dis que la démocratisation, c'est un enjeu majeur pour le continent africain, c'est que compte tenu du rétrécissement du temps historique, eux, ils le constatent. Ils se disent, mais les jeunes de ces pays, si en plus des ressources dont ils disposent, s'ils maîtrisent la science et la technique, notre génération, nos jeunes sont foutus. Parce qu'ils vont prendre le pouvoir. C'est ça. Donc, les questions démographiques et géopolitiques sont extrêmement importantes aussi. Et donc, ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pour ça que je dis que les régimes autoritaires travaillent contre la jeunesse. Ils sont contre la jeunesse sans le savoir. Ils sont peut-être pour la jeunesse, pour leurs enfants. Nous tous, nous avons des enfants. Mais d'une façon générale, parce que quand vous faites 30 ans au pouvoir, si moi j'arrive en 71, vous faites 30 ans, moi je pars à la retraite, vous êtes là. Vous avez brûlé une génération, moi. Ensuite, mes enfants, ils viennent. Si le même système se reproduit, eux aussi, est-ce que vous voyez, dans le même système autoritaire, puisqu'ils n'ont ni liberté, ni possibilité de tolérance, d'accéder à des moyens de contrôle du pouvoir, donc à de génération en génération, mais c'est l'Afrique qui perd. Et c'est pour ça l'appel que je veux lancer à nos dirigeants politiques. Et que Alpha Condé n'a pas compris. Vous allez terminer là-dessus, oui. C'est que quand nous sommes dans le pouvoir, vous savez, en venant ici, je cherchais une image. Je cherchais une image pour représenter le pouvoir dans l'esprit de nos jeunes politiciens, ceux qui veulent avoir la possibilité de diriger un pays. Je dis, c'est une femme que j'enlace par la main gauche et nous regardons le soleil se lever. Pourquoi? Il faut être un peu poète, il faut être peintre,
Il faut être musicien pour diriger un pays. Ce n'est pas les armes qui dirigent un pays. Ce n'est pas les armes qui dirigent un pays. C'est l'intelligence qui dirige un pays. Bien, merci Richard Aboki pour toutes ces explications sur les enjeux de la démocratisation en Afrique. Et avec tout ce tableau que vous avez dépeint, quel espoir, quelle espoir, quelle crainte pour l'avenir finalement? Parce que est-ce qu'on aura encore, n'est-ce pas, à attendre longtemps? Non, la jeunesse africaine est en train de bousculer. C'est ça. Il n'y a plus de respect pour les personnes âgées dans ce pays. Ah oui. Moi, je me rends compte tous les jours. Chaque fois que je vais quelque part, que je veuille un peu hausser le ton, papa vient, il a fait le tour. Manque de civisme par ici, oui. Non, mais c'est vrai. Alors que de notre temps, moi, l'expression papa vie, j'ai jamais entendu ça. Bon, mais tout de suite, les gens. On te le balance. Tu n'es plus dans la course. Ils disent, ça veut dire quoi? Que ils ont pris le pouvoir, disons, moral, sur nous, mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas la réalité du pouvoir, ils n'ont pas la formation, etc. Il faut leur donner la formation, il faut leur laisser la possibilité de s'ouvrir au monde et de pouvoir se battre pour demain. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci M. Aboki pour ce temps passé en studio et pour ces réflexions. Merci à vous et à très bientôt, n'est-ce pas? Merci. Merci amis téléspectateurs, c'était le tout nouveau numéro de cette nouvelle série d'émissions Entretien État de santé. M. Aboki Richard était donc mon invité. Il était question de la démocratie en Afrique, quels enjeux pour les pays occidentaux. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre série de réflexions. Au revoir et à très bientôt.